Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer les principaux titres de ce journal. Incendie au quartier Cité Mébiam à Libreville, 3 maisons emportées par les flammes, aucune perte en vies humaines, vous aurez le constat de Maya Meza dans ce journal. Et puis au ministère des Affaires étrangères, les agents poursuivent toujours leur mouvement de grève au centre de leurs revendications, l'amélioration des conditions de vie et de travail. Vous le verrez. On démarre cette édition d'information avec l'ouverture demain des assises nationales sur la vie chère au Gabon. Objectif de cette rencontre, définir avec l'ensemble des parties prenantes, administration, opérateurs économiques, associations des consommateurs, les mesures à mettre en œuvre pour améliorer les conditions, le pouvoir d'achat des populations gabonaises. On poursuit ce journal avec cet incendie déclaré ce matin au quartier Cité Mébiam. On note aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. Maya Meza a été sur les lieux pour le constat. Regardons. Je demande de l'aide au gouvernement et aux gens de bonne foi. J'ai tout perdu. Ma maison s'est brûlée. Je n'ai rien récupéré. C'est un jour sombre pour cette mère de famille qui n'a rien pu récupérer. Victime d'un incendie ravageur et d'une rare violence qui a mis en cendres plusieurs habitations et faisant d'énormes dégâts matériels au quartier Cité Mébiam. J'étais au bricole. Les voisins m'ont appelé. À mon retour, tout était en flammes. Je n'ai rien récupéré. Je demande de l'aide au gouvernement et au président de la République. Si les circonstances de l'incendie ne sont pas encore élucidées, les riverains, quant à eux, ont constaté l'odeur des câbles de courant qui a attiré leur attention. Donc en suivant un peu l'odeur, en voyant aussi la fumée, on a suivi la fumée. C'est là, en voyant la maison qui brûlait, on a juste vu comment la toiture brûlait déjà. On est parti sur place, on a juste à peine eu le temps de casser la porte avec les coups de pied. Et c'est là qu'on a vu maintenant le feu qui sortait vers nous, donc obligé de reculer. On a continué à casser la maison et tout, mais avec la chaleur, on n'a pas pu arrêter le feu. Le temps d'appeler aussi les pompiers qui arrivaient aussi, bon, ils ont trouvé la deuxième maison qui prenait déjà feu. C'était vraiment déjà beaucoup de fumée. Vivement que l'on porte assistance à ces familles qui doivent désormais dormir à la Belle Étoile. J'étais en famille, en haut, et comme c'est une concession familiale, donc j'étais en haut avec les parents et les voisins m'ont appelé qu'il y avait la fumée chez moi. Et une fois je suis descendu, malheureusement il était trop tard, la flamme avait déjà envahi les lieux. Mais moi en étant à ma terrasse, j'ai senti l'odeur du brûlé. Donc je suis descendu et en descendant je constatais des flammes. Donc en criant, en alertant aussi les autres, nous sommes tous rassemblés pour essayer d'éteindre les flammes. Ce drame remet une fois de plus au grand jour la question des branchements électriques anarchiques, prédisant d'autres mesures dans la construction des habitations dans le pays. L'enquête ouverte permettra-t-elle de déterminer l'origine de cet incendie ravageur et que les sinistrés soient accompagnés par l'État? Affaire Nina Bongo Ibwanga, morte en Turquie il y a quelques semaines. L'association des parents des étudiants gabonais à l'étranger était en attente d'une audience avec le directeur général des affaires consulaires. Cet après-midi au ministère des Affaires étrangères, 2 points essentiels ont été évoqués. Nous écoutons Madame Ondo, présidente de l'association des parents étudiants gabonais à l'étranger, au micro de Ruth Matsanga. Nous avons une audience cet après-midi avec le directeur général des affaires consulaires au sujet de 2 points principaux, à savoir nous voulons avoir une idée exacte des résultats de l'enquête concernant le décès de la jeune Dina Bongo Janice. Et le deuxième point concerne la sécurité de tous les étudiants gabonais à Karabuk, avec tout le tapage médiatique au plan international au sujet du décès de notre enfant. On veut que l'État nous dise quelque chose au sujet de la sécurité de ces étudiants qui vont continuer à étudier en Turquie, sachant que c'est l'État gabonais qui a ouvert la porte aux étudiants gabonais pour étudier en Turquie, même s'ils n'ont pas été envoyés par l'État pour la plupart, mais au nom des accords entre les deux États, les Gabonais ont eu l'opportunité
d'aller étudier à l'étranger en Turquie. Donc, grosso modo, c'est ce qui justifie notre présence ici cet après-midi. Front social, point de presse ce matin au ministère des Affaires étrangères. Des agents de 10 ministères, le personnel durcit le ton et ne compte pas baisser les bras jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Le point avec Jessica Ondjoa. Les agents du ministère des Affaires étrangères durcissent le ton face au mouvement de grève entamé il y a plus de 10 mois. Depuis ce matin, colère, motivation ne cessent d'envahir les cœurs de chacun de ces diplomates. Du 7 mars 2022 jusqu'à ce jour, cela fait 13 mois et 3 jours, jour pour jour, que les agents des affaires étrangères poursuivent leur mouvement de grève illimité, sans que cela n'émeuve les plus hautes autorités de notre pays. Cette grève, comme vous le savez, est consécutive aux conditions de vie et de travail inqualifiables dans lesquelles pataugent les diplomates gabonais, tant à la centrale qu'à l'extérieur du pays. Le service minimum est la décision de cette assemblée. Ceci est dû aux revendications qui donnent un silence radio. Une absence de réponse entraînerait des conséquences au fil du temps. Les diplomates ne ménageront aucun effort pour venir à bout des conditions de vie et de travail. Il n'est plus à démontrer qu'au ministère des Affaires étrangères, l'environnement est pollué par le champ lexical de la mort. Du fait que nous enregistrons au moins 8 décès par an. Une situation que l'on aurait pu éviter si les plus hautes autorités gardaient à l'esprit que le ministère des Affaires étrangères est le bras séculier de la présidente de la République et la vitrine d'une nation. Au regard de ce qui précède, la question suivante s'impose. L'indifférence des plus hautes autorités gabonaises à résoudre les problèmes basiques des diplomates gabonais nous laisse-t-elle entendre que le Gabon n'est plus gouverné? Attirer une fois de plus et sans cesse l'attention des plus hautes autorités du gouvernement gabonais est l'objet de cette rencontre. Pour les diplomates, la grève générale illimitée apparaît comme une porte de sortie de crise, peu importe le nombre de semaines, de mois et d'années. Et on parle à présent de la dégradation de l'axe routier plein Noroti-Pompidou dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. La circulation dans cette partie de la capitale gabonaise constitue la croix et la bannière pour les automobilistes. Plus de précisions avec Lorraine Biengue. Depuis plusieurs années, le gouvernement a mis en place le projet PEPA de réhabilitation des voiries du Grand Libreville. Malgré la mise en œuvre de ce plan, le quartier plein Noreti dans le deuxième arrondissement est resté inchangé. Des nids de poules de part et d'autres empêchant la bonne circulation des véhicules, malgré la bonne volonté des riverains qui les comblent avec des pierres. En plus de ce qui précède, cette route délabrée est la cause d'inondations amplifiant le calvaire des populations pendant cette période de pluie. Par ailleurs, au-delà des voies secondaires, il est urgent d'assurer la réhabilitation du réseau routier, car son état de forte dégradation actuel constitue une entrave à la liberté de mouvement des habitants. Selon les chiffres officiels, le Gabon compte 10 000 km de route. Cependant, seulement 2 000 km sont en bon état. L'objectif des autorités gabonaises est de rattraper le retard pris dans la réalisation des projets de route depuis les 4 décennies. Avec en plus de problèmes d'eau depuis 1 an, la population se trouve dans un extrême embarras et continue d'attendre la réalisation du projet PEPAL. Litige foncier à Ngondje, c'est dans le nord de Libreville. Plusieurs familles risquent de perdre leur terrain au profit d'un investisseur libanais. Une situation qui vient mettre à l'ordre du jour l'épineuse problématique du foncier dans le pays. Alexandre Baondo nous en dit plus. Pour Pacom Marie-Thierry Itsana et ses voisins, l'heure n'est pas à la sérénité. Ces résidents d'Angondje risquent de perdre leur terrain au profit d'un sujet libanais. Une situation inexplicable selon ces derniers. Je suis installé sur ce site avec mes compatriotes ici depuis fin 2015-2016. Ce titre était la propriété de la société RTSA et depuis l'année dernière, ce titre a fait retour au domaine de l'État, donc est rentré dans le patrimoine de l'État. Nous avons reçu ici l'ANUTTC qui nous a rassuré que les régularisations vont se faire, qu'on s'arme de patience. Nous avons reçu la Direction générale du patrimoine de l'État qui nous a instruit
de procéder à l'ouverture des dossiers pour les régularisations foncières. C'est ce que nous avons fait. Alors, nous sommes en train d'attendre que la procédure suive son cours. Un lundi de Pâques, pendant que tout le monde entier dit Alléluia, Jésus est revenu parmi nous. Voilà des Libanais qui débarquent avec une tractopelle et qui décident librement de casser ma barrière et d'y démolir tout ce qui est à l'intérieur au motif qu'ils ont le titre foncier. Au regard, je cite, de l'ambiguïté du problème, ces Gabonais n'envisagent pas se laisser faire. Alors, face à cette situation, ce que nous voulons dire, plus que le Gabon est un état de droit, même s'il est avéré que ce sujet est un titre foncier, nous allons continuer le combat sur le plan du droit administratif pour démontrer que ce titre foncier dont ce monsieur détient est inexistant par le principe de l'antériorité et par le principe de l'occupation. Donc, à ce niveau, nous balayons d'un revers de la main le soi-disant titre foncier. Dans le souci de demeurer légaliste, pas comme Thierry Itsana et ses amis s'en remettent aux autorités républicaines. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, dans votre discours de politique générale, vous avez bien dit, vous avez insisté sur ça, sur le problème du foncier au Gabon. Nous sommes des Gabonais, on ne demande qu'à investir. Et nous avons fait des investissements. Ce terrain, cette barrière, elle est là depuis fin 2015. Comme les voisins, tout le monde ici. Nous avons fait des remblais, nous avons fait des soubassements. Quelqu'un vient, même s'ils ont eu le petit foncier, ils l'ont eu comment? La procédure a été faite à quel moment? J'appelle l'attention du ministre du Budget parce que c'est elle qui a la tutelle du patrimoine de l'État. Nous avons été reçus par vos services, Madame le ministre. Vos services nous ont rassuré que les procédures étaient en cours. À quel moment vous avez instruit vos services pour délivrer ce titre foncier aux Libanais? Il faut dire que ce litige foncier d'Angondje vient une fois de plus mettre en lumière le manque de transparence qui caractérise le domaine foncier au Gabon. Et puis ce litige foncier qui oppose le sujet libanais à ces familles gabonaises dans la commune d'Akanda impliquerait la direction générale de l'Agence nationale de l'urbanisme et des travaux photographiques et du cadastre. Pour pas comme Marie-Thierry Itsana, la responsable de cette entité ne jouerait pas franc jeu. Les propos ont été recueillis par Alexandre Mbaoundo. On va s'en prendre aux policiers, on va dire les gens sont violents, sont turbulents, alors que derrière les gens ne sont même pas dans leur droit, les gens ne sont pas dans leur procédure et ils manipulent. Et tout ça on va dire c'est le chef de l'État. Le chef de l'État n'a rien à voir avec ça. Justement c'est pour ça que je saisis cette opportunité pour dire c'est quelques magouilleurs, notamment le DG de la NUTTC, qui sont tapis dans l'ombre, qui ont vendu ces terrains. Ils ont un titre foncier, très bien, mais je veux savoir comment ils ont fait pour obtenir ce titre foncier. Quelle est la procédure qu'ils ont prise pour obtenir ce titre foncier, puisqu'ils prétendent avoir un titre foncier, si c'est le cas. Mais je mets ma main au feu, j'aimerais bien voir, puisque moi je suis cette procédure depuis 2015, j'aimerais voir à quelle étape, à quel stade le titre foncier est arrivé. Vous êtes des médias, vous avez cet avantage. Allez-y à la NUTTC, ils vont vous faire le point sur ce terrain. Allez-y à la direction générale du patrimoine de l'État, ils vont vous faire le point sur le terrain. Comme ça, ils vous diront qui raconte des histoires dans cette affaire. Éducation à présent, suspension depuis 3 ans des épreuves d'éducation physique et sportive aux primaires. Y aurait-il un impact dans la vie des apprenants? Quelles sont les mesures palliatives prises par le ministère de l'Éducation nationale? Des précisions de réponse dans ce reportage de Dorcelia Pendi. Depuis 2020, pour cause de Covid, les établissements primaires sont exemptés du sport aux examens de fin d'année. Pour cette année encore, le scénario est le même et la suppression des épreuves pratiques et sportives, EPS, se ressent dans les écoles. Normalement, il y a un impact. Il y a un impact sur la moyenne des enfants. Avant, pour avoir le CEP facilement, il faut avoir travaillé bien au sport, aux épreuves. Les épreuves pratiques ont été purement supprimées. Bon, maintenant, impact parce que simplement, il faut reconnaître que les épreuves d'EPS, c'est l'une des disciplines où les élèves ont cette facilité d'avoir plus de points qui, par la suite, viennent couvrir quelques épreuves écrites. Bon, maintenant... En l'absence de la matière salvatrice, des mesures ont été prises pour rééquilibrer les choses. Non seulement on a enlevé les épreuves d'EPS et on a fait en sorte que toutes les disciplines aient la même moyenne, c'est-à-dire 60 d'études de texte, 60 en problème et 60 en éveil. Donc, un élève en éveil peut toutefois avoir aussi assez de points pour lui permettre de combler, par exemple, le problème ou l'étude de texte là où il est en difficulté. Donc,
de l'éducation, je crois qu'ils ont changé leur manière de noter, bien leur manière de faire, pour pouvoir compenser les notes qu'on a interdites aux épreuves orales et sportives. Le corps enseignant en rappelle l'importance et souhaite le retour de la discipline. Que ce soit au bac ou bien au BPC, il y a le sport. Pourquoi les avoir enlevés au niveau primaire? Donc il faut les réintroduire, que ce soit les épreuves sportives et les épreuves... C'est l'État qui a donné la décision de cette suppression momentanée. D'ici là, nous jugeons qu'ils auront également le bon moment de nous dire de relancer. Même si elle n'affecte pas les résultats des candidats, l'absence de sport est un véritable inconvénient pour ces admis qui devront le retrouver au secondaire avec désormais un coefficient de 2. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que la maladie de Parkinson? Comment se manifeste-t-elle? Quelles sont les activités qui ont été prévues pendant cette journée? Élément de réponse avec Raflé Nyongo. À l'image d'Alzheimer, elle fait partie des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire que les neurones situés dans le cerveau dégénèrent jusqu'à disparaître définitivement. Les neurones touchés sont appelés neurones dopaminergiques, ceux produisant la dopamine. Ils contrôlent la motricité. C'est pourquoi les symptômes les plus fréquents de cette maladie sont les tremblements et une raideur musculaire. Ceci entraîne bien évidemment les difficultés à effectuer les tâches de la vie quotidienne et aussi dans la mobilité. D'ailleurs, les malades de Parkinson ont une démarche typique avec des enjambées plus courtes et une posture voûtée. D'une manière générale, elle touche les personnes de 60 ans et plus. Son diagnostic est établi par un professionnel de santé, comme un neurologue. Mais malheureusement, aucun traitement ne permet de guérir de la maladie de Parkinson. Toutefois, il existe des solutions à base de dopamine, recréant celle disparue dans le cerveau, augmentant considérablement l'espérance de vie. Chaque année, les comités de l'association Parkinson se font l'écho des événements qu'ils organisent à travers le monde. Lors de la journée de Parkinson, avec au programme des ateliers, tables rondes, conférences, des projections de films et spectacles, activités physiques. Participer à l'un des événements de la Journée mondiale de Parkinson permet de partager des moments d'échange et d'information. Hors de nos frontières, à présent, en République démocratique du Congo, le groupe rebelle du M23 quitte le village de Kishi, situé à l'est de ce pays. Après 4 mois d'occupation, les villageois témoignent des atrocités vécues. Le récit est signé de Leslie Nanaka. 4 mois après s'être emparés de Kishish, les rebelles du M23 ont enfin quitté ce village situé au milieu des collines du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le 29 novembre 2022, une semaine après leur embargo, le groupe armé avait perpétré des massacres dans ce village, tuant plus de 170 civils sans que les forces de sécurité congolaises, encore moins les casques bleus de l'ONU, n'interviennent. Les villageois ont encore frais l'effroyable souvenir des atrocités que leur ont fait subir les rebelles. Moi, personnellement, c'est une bombe qui était tombée sur ma maison et qui l'a détruite. En rentrant, j'ai trouvé la cité recouverte de broussailles. Il n'y a pas de nourriture. Nous nous débrouillons et nous sommes obligés de manger ce qui n'est pas bon. Forcés par les rebelles, certains d'entre eux ont participé à enterrer les membres de leur propre communauté. 15 personnes, et ils enterraient 5, 3, 4 dans un même trou. Les rebelles du M23 laissent derrière eux un village en ruine. Aujourd'hui, les enfants ont des mauvais comportements parce qu'ils ne vont plus à l'école. Et notre communauté n'a pas les moyens de reconstruire les écoles. C'est seulement avec l'aide du gouvernement que nous pourrions reconstruire les écoles. D'ailleurs, ce sont leurs écoles. Depuis le départ des rebelles, la vie réinvestit peu à peu les rues de Kishish, mais les plaies sont encore béantes. Abandonnés à eux-mêmes, ils tentent de répandre tant bien que mal le cours de leur vie, écartant de leur esprit le retour possible du M23. L'actualité en bref, toujours à l'étranger. Nous restons en République démocratique du Congo. On parle de l'enrôlement des électeurs qui a débuté le 24 décembre 2022 en vue de prochains scrutins prévus fin 2023 et 2024 qui s'achèvent aujourd'hui. Des organisations de la société civile s'opposent toutefois à la fin de ce processus dans certaines parties de l'Est du pays où les opérations ont été compliquées, notamment à cause du climat sécuritaire. Abidjan, Côte d'Ivoire, la fabrique culturelle consacre ce mois-ci 4 soirées
à des œuvres rétrospectives de Henri Duparc, figure emblématique du cinéma ivoirien, avec au menu des grands classiques comme Bal-Poussière, Rue Princesse, Caramel et L'herbe sauvage, retour sur la carrière de l'un des plus grands réalisateurs d'Afrique francophone. Au Soudan, le 11 avril 2019, Omar El-Béchir était destitué par l'armée sous la pression populaire. 4 ans plus tard, la situation judiciaire de celui-ci, qui a dirigé le Soudan durant 3 décennies, a peu évolué. La coopération entre les autorités soudanaises et la Cour pénale internationale bat de l'aile. Sport pour la fermeture de ce journal. La Coupe du Gabon féminine Albertine Owono a pris fin hier au gymnase du lycée national Léomba de Libreville avec le sacre du Clash Time Basketball dominateur de son adversaire Galaxy. Score final 78-66. Les précisions avec Jeremy Goma. Clash Time s'est adjugé ce lundi au gymnase du lycée national Léomba la Coupe du Gabon Dames dénommée Albertine Owono, avec cette victoire 78-66 face à l'équipe de Galaxy. Ce fut une belle fête du basketball féminin à laquelle les férus de la balle orange ont été gratifiés. Il s'agissait pour le compte d'une rencontre très engagée et d'un niveau non négligeable entre Clash Time et Galaxy Basketball. Dès le premier quart-temps, Clash Time a pris les devants en dominant son adversaire 18-16. Ce fut également la même chose pour le second quart-temps sur le score de 39-35. Plus que jamais galvanisées par le public, bien présent dans cette rencontre, les joueuses de Galaxy se sont réveillées en seconde période du match et sont revenues au score et ont même pris l'avantage sur le troisième quart-temps par 42-43. Cette montée fulgurante s'explique grâce à la joueuse de Galaxy nommée Tania Angé, meilleure passeuse de la compétition. Mais très vite, Clash Time va reprendre les choses en main pour ne plus les laisser jusqu'à la fin de la rencontre. 78-66, ce sera le score à l'issue de cette belle rencontre. Rencontre très appréciée des membres du bureau directeur de la Fédération gabonaise de basketball, en l'occurrence le président fédéral qui était là pour assister à cette coupe qui est une compétition fédérale. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.